Bienvenue au lancement du projet Eau et énergie pour l'alimentation pour l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 29 septembre et nous vous parlons depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, où le projet est basé. Il fait beau temps, il fait frais, mais il y a beaucoup d'humidité. Et nous sommes ravis de vous entendre depuis plusieurs pays, plus d'une quinzaine de pays de toute l'Afrique de l'Ouest et même au-delà. Moi, je m'appelle Luca Ferrini, je suis le responsable du projet pour l'Afrique de l'Ouest et je vous souhaite la bienvenue à cet événement live de MS Teams. Si vous êtes là, c'est sûrement parce que vous avez des questions par rapport à la production alimentaire dans la région. Sûrement que vous vous posez des questions comme comment produire plus de nourriture, comment au même temps assurer que les ressources limitées en eau que nous avons dans la sous-région peuvent être bien utilisées et protégées. Donc, comment utiliser moins d'eau pour produire plus d'alimentation? En même temps, avec les changements climatiques, sûrement que vous vous posez aussi la question comment changer les sources d'énergie pour passer à une énergie verte pour produire, pour transformer et pour transporter la nourriture dans la région, entre les différents pays ou au sein du même pays. Et si vous nous rejoignez, sûrement que vous êtes aussi propositeur de solutions. Vous proposez une solution technologique ou une solution de changement comportemental pour assurer cette sécurité alimentaire grandissante. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes ravis d'échanger avec vous sur ces sujets très importants à travers la présentation du projet Eau et énergie pour l'alimentation, PEPA, avec slogan « Produire plus de nourriture avec moins d'eau et d'énergie ». La parole au modérateur. Merci, Monsieur Lucas. Je vais commencer mon propos par me présenter. Je suis Koulibaly Zié, assistant administratif et comptable sur le projet PEPA en Côte d'Ivoire pour l'Afrique de l'Ouest et pour la circonstance modérateur de cette cérémonie de lancement. En début de propos, je dis bienvenue à la direction de la planification du MINADER à travers M. Komwe et représenté par Mme Soro. Je vais tout de suite vous présenter les différents membres de l'équipe PEPA Afrique de l'Ouest. Et donc, je vais leur passer la parole individuellement pour se présenter. Merci. Okay. Merci, Monsieur Zié. Bonjour à tous. Moi, c'est Michel Dibeu. Je suis ivoirien d'origine. Je suis actuellement conseiller technique du projet Eau et énergie pour l'alimentation. Et vraiment, je suis très heureux de faire partie de cette équipe. Merci. Bonjour aussi de ma côté. Moi, je m'appelle Hannah Tsander. Je suis aussi conseillère technique pour le projet PEPA. Je viens d'arriver en Côte d'Ivoire, ça fait plus ou moins une semaine et je suis très heureux d'être ici sur place pour travailler avec vous sur les différents thèmes au Nexus eau, énergie et alimentation. Merci. Merci à l'équipe. Nous sommes en présence aujourd'hui, en plus de l'équipe GIZ, de beaucoup de participants, un peu plus de 200 personnes de divers pays d'Afrique, entre autres la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal,
le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Togo, le Ghana et le Nigeria. Et tous nos participants sont issus de divers horizons, entre autres des entreprises, des ministères, des organisations régionales, des institutions financières, des centres de recherche, des universités, des entreprises du secteur privé, donc entre autres les innovateurs, des ONG, de la plateforme civile et de l'organisation gouvernementale. Merci à tous pour votre présence. Par ailleurs, cette session est enregistrée et sera mise en ligne sur le site web du We4Food et sur la chaîne YouTube. Veuillez aussi écrire vos questions et commentaires dans la boîte QA sur le côté droit de votre écran. Et vous avez aussi la possibilité de soumettre vos questions de façon anonyme. Les participants peuvent donc aimer les questions afin d'augmenter la probabilité qu'elles soient répondues. Vous pouvez activer le sous-titrage en direct en anglais ou les traductions automatiques en allemand, en arabe, en français ou en espagnol en cliquant sur le bouton CC. Cette séance de lancement se présente donc sur 3 grandes parties. Donc en première partie, nous avons donc l'introduction. Et nous sommes actuellement dans la phase de l'introduction avec les présentations et la cérémonie d'ouverture. Nous aurons ensuite un deuxième point qui va concerner la présentation du projet We4Food en lui-même, qui sera rapidement suivi d'une séance de questions et de réponses. Et la troisième partie du projet qui va consister en elle-même à expliquer comment produire plus d'aliments avec moins d'eau et d'énergie. Et on aura très rapidement ensuite une réaction et des réponses aux questions. L'agenda est ainsi présenté. Nous allons laisser donc la parole au Minader qui va faire donc le mot de bienvenue par la voix de Madame Soro. Merci. Madame Soro va bientôt nous rejoindre par téléphone. Juste une question technique. Okay. Merci. Allez-y, c'est moi qui... Okay. Non. Je tiens à m'excuser. Encore une fois, recommencez, madame. Vous m'entendez pas? Recommencez, vous êtes en live maintenant. Oh, ok, d'accord. Bonjour à tous. Je me présente Nassika Soro du ministère de l'Agriculture et du Développement durable de la Côte d'Ivoire. Je représente aujourd'hui M. Komwe, directeur de la planification et du financement du dit ministère, qui a eu un empêchement de dernière minute. Avant tout propos, je tenais à remercier l'ensemble des participants pour avoir répondu présent au lancement de ce projet. Pour nous, cela traduit en fait l'importance que vous accordez à cette initiative.
Une initiative pour nous qui s'inscrit dans notre vision d'une agriculture qui se veut plus durable et plus rentable. Et cela est décrit dans le plan national d'investissement agricole qui est aujourd'hui pour nous le guide de la politique de développement agricole de notre pays. En effet, ce plan national d'investissement agricole qui aujourd'hui est à sa deuxième phase a pour vision de faire de l'agriculture ivoirienne une agriculture durable, créatrice de richesses équitablement partagées. Donc, il est clair que la question de la durabilité est essentielle pour le développement agricole ivoirien. Et elle implique pour nous un meilleur accès à l'eau et aux énergies renouvelables. Donc, à ce stade, en fait, de notre développement agricole, le besoin en eau, lui, il est essentiel pour la production, notamment l'irrigation, et donc pour une agriculture plus productive et plus rentable. Quant à l'énergie, aujourd'hui, elle est présente à tous les maillons des chaînes de valeur, de la production à la transformation, en passant par la conservation, le transport. Donc, il est clair que si nous voulons développer les chaînes de valeur, si nous voulons améliorer les conditions de vie de nos acteurs, si nous voulons que nos acteurs aient des activités plus rentables, nous devons améliorer leur accès à l'eau et aux énergies renouvelables. Et aujourd'hui, la question de l'accès à l'eau et à l'énergie renouvelable revêt une double nécessité. Non seulement il permet d'améliorer les conditions de vie, c'est-à-dire la rentabilité des activités de nos acteurs, mais aussi il contribue à la sécurité alimentaire et la préservation de la biodiversité. Parce que sans énergie non renouvelable, si nous sommes axés sur les énergies conventionnelles comme nous avons toujours connu, on tend sûrement vers l'épuisement de ces énergies et donc on tend à détruire notre biodiversité. Donc, ce projet pour nous, il est capital et il devait nous permettre de participer à l'atteinte de notre impact qu'on envisage dans le cadre du programme national d'investissement agricole de deuxième génération, qui est d'améliorer de manière durable les conditions de vie de nos acteurs et de participer, c'est-à-dire d'assurer une sécurité alimentaire à l'ensemble de nos populations en Côte d'Ivoire. À ce stade, j'aimerais vraiment remercier l'équipe du projet avec à sa tête M. Séni. On ne s'est pas encore vu, mais qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous ayons un document projet et que nous puissions organiser cette réunion en ligne. Vraiment, chapeau. Pour être arrivé en Côte d'Ivoire dans des conditions sanitaires pas très agréables et avoir fait tout ce boulot, nous vous félicitons. Et nous espérons et nous travaillerons à la réussite de ce projet avec nos partenaires, la GIZ, qui est aujourd'hui l'un des partenaires clés de développement agricole pour la Côte d'Ivoire. Et encore une fois, je le dis, ce projet pour nous devait nous aider, c'est nous permettre de participer efficacement à l'atteinte de nos objectifs de développement durable de l'agriculture ivoirienne. Je vous remercie et encore une fois, je remercie l'équipe projet. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Soro, pour ce mot d'ouverture. Vous plantez parfaitement le décor. Merci à vous. Suivant notre agenda, donc nous passons tout de suite à la deuxième partie du programme, qui est la présentation du projet PEPA. Et donc cette présentation sera faite par le responsable du projet, M. Lucas. Je précise pendant son intervention, le chat reste ouvert pour vos différentes questions. Merci. Merci. On peut lancer la présentation. Donc, je voudrais commencer d'abord par un exemple concret du terrain. Si vous voyez la première image, vous voyez un champ agricole qui se trouve typiquement, pourrait se trouver au nord de la Côte d'Ivoire ou bien dans une zone sahélienne
au Mali ou au Burkina Faso ou même au Niger. Et vous avez un petit agriculteur qui cultive peut-être de la moringa ou des oignons ou bien des tomates. De quoi est-ce qu'il a besoin pour que ces produits poussent? Bien sûr, il a besoin d'un terrain fertile, mais il a notamment besoin d'un approvisionnement en eau régulier et à coût bas. Et aussi, cette eau, il faut la transporter de la source au champ, et cela nécessite de l'énergie, bien sûr. Il faut collecter l'eau, il faut la transporter, et puis une fois les produits produits, il faut aussi les stocker, les réfrigérer, les amener au marché. Même au marché, les produits comme les tomates, ou ça peut être aussi la banane ou d'autres produits, ils doivent aussi être réfrigérés et encore une fois transportés aux consommateurs. Donc, c'est juste un exemple illustratif des besoins et des liens entre eau, énergie et alimentation qui sont, comme on vient de le dire par Madame Soro, à la base de la durabilité et de la sécurité alimentaire. Prochaine slide. Et pour trouver une solution technologique, il faut aller, selon nous, vers le secteur privé. Il faut trouver des solutions qui sont rentables pour non seulement les petits agriculteurs, mais aussi les producteurs des solutions technologiques. Vous voyez devant vous un exemple ou deux même de solutions vertes. Vous voyez des panneaux solaires qui deviennent la source d'énergie pour le pompage de l'eau du sous-sol et puis pour le système d'irrigation d'un champ, par exemple. Bien sûr, beaucoup de questions se posent sur le coût de l'eau, qui est un bien commun, sur le coût de l'énergie et l'accès à ces technologies vertes. Donc là, on va encore rentrer dedans. Next slide. Donc, qu'est-ce que le projet va appuyer? Le projet va appuyer les solutions technologiques et les solutions d'adaptation tout le long de la chaîne de valeur que Madame Soro a mentionné, à partir de la production alimentaire, en passant par la transformation, la conservation et la distribution. Et qu'est-ce qu'on a comme exemple concret de ce type d'innovation? On a l'irrigation efficace, par exemple, qui peut passer par l'irrigation goutte à goutte ou d'autres exemples de stockage d'eau. Il y a le pompage solaire qu'on vient de mentionner, il y a les audits énergétiques et l'analyse de où les sources énergétiques sont le plus lourdes en termes d'utilisation énergétique pour la production alimentaire. Est-ce qu'on peut identifier le long du processus de participation de l'énergie à une chaîne de valeur, là où il y a le potentiel de réduire la consommation et donc de baisser les coûts pour les entreprises et en même temps d'investir dans des solutions technologiques qui réduisent la consommation énergétique. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le refroidissement et la congélation, là où il y a des conditions écologiques et des technologies écologiques, et on voudrait les prioriser avec notre appui technique et financier. Next slide. Donc, où est-ce qu'on est actif, où on peut devenir actif si vous, les entreprises, vous, les partenaires, vous arrivez à nous convaincre que votre solution mérite un appui? Vous voyez devant vous la carte. Grosso modo, il s'agit de la zone CEDEAO, ECOWAS, avec un focus sur le pays que vous voyez devant vous. Et les thèmes que nous avons commencé à entreprendre sont ceux décrits autour du slide. Donc, vous voyez le biogaz et le riz comme secteur clé dans la région pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour l'exportation potentiellement. Il y a l'irrigation, bien sûr. Il y a la transformation de fruits
On parle souvent de bananes, coco, mangue, sans oublier les secteurs prédominants, par exemple en Côte d'Ivoire, le café, que la GIZ appuie beaucoup, même séparément, à ce projet. On a un mandat du gouvernement allemand pour se focaliser sur l'entrepreneuriat féminin et aussi pour regarder à quel niveau on peut trouver de la cohérence politique avec des partenaires tels que les centres d'excellence régionales que nous allons entendre tout à l'heure. Next slide. On parle donc d'objectifs, comme dans tout projet, et nous voudrions ici nous focaliser sur 3. Donc, des dizaines d'entreprises que vous êtes aujourd'hui à nous entendre, on a un mandat d'en appuyer 20, jusqu'à 20 entreprises innovantes qui soit proposent une solution technologique verte ou alors qui souhaitent investir dans une solution technologie verte pour augmenter leur efficacité énergétique et d'eau. Et en faisant cela, on calcule un impact au niveau de 50 000 agriculteurs qui seront soutenus dans leur durabilité d'activité. Bien sûr, on va chercher à rentrer en partenariat avec le secteur bancaire et le secteur financier pour trouver d'autres moyens et d'autres mécanismes pour que ces solutions technologiques puissent être financées privalement, sans que le secteur public ou le secteur bailleur doit toujours intervenir sur le moyen et long terme. Et comme j'ai mentionné aussi, de travailler sur les politiques qui puissent faciliter l'entrée sur le marché de ces technologies et de ces solutions vertes. Next slide. Donc, d'après notre petite analyse, vous êtes très nombreux aujourd'hui, plus de 200 participants, et nous considérons que vous participez en termes généraux du point de vue de 3 catégories d'acteurs. Et nous voudrions nous adresser à vous pour vous donner un exemple de comment vous pouvez participer ou entrer en partenariat avec nous pour la bonne mise en œuvre du projet. Donc d'abord, il y a les entreprises agroalimentaires. Et en deuxième lieu, les entreprises qui vendent des innovations technologiques. Qu'est-ce qui est la différence? Une entreprise agroalimentaire est par exemple, peut être même un supermarché ou un producteur de jus de fruits, un producteur de cacao, un producteur de riz. L'entreprise qui vend l'innovation technologique peut être une entreprise qui a développé un moulin, qui a développé un système de réfrigération solaire ou un système de financement qui permet aux entreprises agroalimentaires de produire en changeant d'origine de l'eau et de l'énergie. Et bien sûr, comme est toujours le cas, et elle est très important, nous avons avec nous les acteurs étatiques et les acteurs du secteur public ou socio-public, ONG et associations. Next slide. Donc, ceux d'entre vous qui se considèrent une société d'agrobusiness, vous produisez à manger, vous produisez des aliments, comment le projet est intéressant pour vous? Nous, on peut venir en appui avec un partenariat public-privé où vous nous soumettez un projet d'investissement dans votre même entreprise parce que, par exemple, vous voulez changer de source d'énergie pour votre réfrigération ou pour votre, par exemple, production agricole sur le champ directement. Sur la base de votre investissement souhaité, peut-être que vous avez besoin d'un complément de financement. Donc, nous, on peut venir en appui jusqu'à 50% de l'investissement pour les objectifs qui sont sur l'écran devant vous, donc pour améliorer votre efficacité énergétique ou votre gestion d'eau, pour passer à une source d'énergie verte
ou pour réduire votre consommation d'eau. On a parlé avec beaucoup d'entreprises qui disent le coût de notre consommation d'eau ou d'énergie fait en sorte que le coût de notre produit final augmente au-delà des capacités du marché. Donc, est-ce qu'on peut passer à une solution qui nous permette de réduire cela et de produire plus avec moins? Next slide. Si vous considérez que vous appartenez à des innovateurs, que vous considérez un innovateur technologique dans le domaine agroalimentaire, peut-être vous avez développé un moulin ou vous avez développé un système de transformation de fruits qui consomme moins d'énergie, ou bien un système de conservation ou de transformation de viande ou de poisson qui nécessite moins d'eau. Vous pouvez vous adresser à nous à travers les concours d'innovation. Et là, vous aurez un soutien financier sans condition du point de vue de votre propre investissement. Et vous recevez de notre part les points que vous voyez dans les slides, donc assistance technique, soutien financier et mise à disposition d'experts, et cela où que vous soyez basé dans la région présentée dans le diapo tout à l'heure, en Afrique de l'Ouest. Next slide. Si vous êtes un partenaire public qui s'occupe de politique, qui s'occupe de mise en œuvre avec les populations, qui s'occupe de participation féminine, participation des jeunes, création d'emplois, bien sûr, nous cherchons aussi à se mettre en partenariat avec vous pour des projets pilotes, des projets de démonstration où on peut démontrer des technologies et faire des formations, où on peut aussi faire des formations par rapport à la recherche de fonds ou un travail de technique, de politique. Qu'est-ce qu'on peut faciliter au niveau de réglementation, au niveau de politique nationale ou régionale pour faciliter l'acquisition et l'utilisation de matériel vert. Next slide. Maintenant, qui permet que tout ça soit mis en œuvre? C'est l'initiative internationale Water and Energy for Food, une très très grande initiative, très innovante, qui existe depuis quelques mois et que nous allons brièvement vous présenter. Next slide. Voilà les bailleurs que nous tenons à remercier et qui sont au cœur de l'idée à la base de Water and Energy for Food. Vous voyez le gouvernement allemand, vous voyez le gouvernement des Pays-Bas, le gouvernement de Suède et les États-Unis également. Et bientôt, on aura l'honneur d'accueillir aussi l'Union européenne avec une contribution particulière aussi. Next slide. À quoi est-ce que vous pouvez vous attendre en termes de financement? Voilà le montant total de l'initiative réparti dans les différentes régions. Donc, les 3 domaines d'intervention dont on a parlé sont ceux qu'on peut couvrir. Next slide. En termes d'instruments, vous allez vous rendre compte des différents instruments que nous avons pour appuyer les secteurs que nous avons décrits. Next slide. Et les impacts prévus sont encore une fois ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure. Donc, avec le focus sur la production alimentaire qui devrait être augmentée sur le court, moyen et long terme, à côté de sa durabilité, comme Madame Soro le soulignait. Next slide. Voici donc que nous faisons partie d'une initiative globale. Vous nous voyez à gauche de votre écran, en Afrique de l'Ouest, avec les pays priorisés, et puis les autres hubs dans le monde aussi poursuivent des activités similaires, et il y a bien sûr la possibilité d'échange entre les différents hubs. Next slide.
Merci. Donc, ça, c'est la présentation du projet. N'hésitez pas à écrire dans le chat vos questions et avec toute l'équipe, on tâchera à vous répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Lucas pour cette belle présentation du projet. Donc, à la suite de M. Lucas, nous aurons 2 réactions de 5 minutes chacune. Et donc, nous allons passer donc à la première réaction qui sera celle de Mme Alexandra, experte du secteur privé, donc pour la première réaction. Merci. Bonjour, vous m'entendez bien? J'espère. Oui. Ok, super. D'accord, donc bonjour, moi c'est Alessandra Fiedler, je suis aussi membre de la GIZ et je m'en occupe des projets PPP au sein de la GIZ ici à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et on a des projets dans l'agriculture, dans les filières riz, mangue, cacao et anacar actuellement. J'ai été demandé ce matin par l'équipe de faire une petite réaction aux contributions sur les opportunités que moi je vois dans l'agribusiness en Côte d'Ivoire spécifiquement et le lien avec les nexus énergie et eau. Et comme soutien de ces petites contributions, j'ai amené pour vous les photos que j'espère que tout le monde voit maintenant sur les diapositives. Ce que vous voyez sur les photos, ce sont des mangues. En fait, ça sent beaucoup des mangues, des fruits entiers qui étaient attaqués par des pestes dans ces cas spécifiques et qui sont maintenant qui sont devenus des déchets agricoles. J'ai fait ces photos en mission à Ferkessédougou au nord de la Côte d'Ivoire il y a, je crois, 2 ans. Et j'ai choisi ces photos aujourd'hui parce que pour moi, c'était le moment où je voulais vraiment réaliser, disons-nous, visuellement, les grands nombres ou les vastes nombres de déchets agricoles et des déchets des sous-produits agricoles en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans ces contextes que je vais vous partager juste 3 petits points aujourd'hui. Donc, le premier, c'est que la Côte d'Ivoire produise à peu près des 16 millions de tonnes de produits agricoles par an. Et en même temps, ils produisent plus que 30 000 tonnes des sous-produits non ou peu valorisés par an. Donc, c'est presque le double. Deuxièmement, je voulais vous partager que le potentiel de ces sous-produits pour la production d'énergie ou d'engrais pour l'agricole est immense et qu'en Côte d'Ivoire, il existe déjà plein des acteurs privés ou des ONG qui ont développé des approches très intéressantes avec lesquelles on a commencé des coopérations aussi au sein de la GIZ, par exemple pour la valorisation des cabosses de cacao, le plus grand produit d'exportation de la Côte d'Ivoire, par exemple pour l'utilisation de la balle de riz ou des déchets des mangues, par exemple, pour les biogaz, pour des briquets ou pour des engrais. Et le troisième point que je voulais partager avec vous ce matin, c'est que selon moi, en 2030, les bus publics de la Côte d'Ivoire, ils vont être alimentés par les graines d'EVA. Donc, j'avoue que c'est un point peut-être un peu qui pourrait sembler un peu utopique. Et je admets que j'avais choisi ça pour finir sur une note optimistique. Mais effectivement, actuellement, il y a une coopération sur le terrain en Côte d'Ivoire des Scania avec la coopération suédoise et l'ANADER pour le développement des biodiesels et des. Et après une première phase de recherche, ils ont trouvé une piste très intéressante de production de biodiesel sur la base des graines d'EVA, qui est un produit qui actuellement n'est pas du tout utilisé et exploité. Et mon lien à ces projets, c'est que nous avons à la GIZ un projet avec Scania, donc c'est les producteurs de bus pour ceux qui ne connaissent pas.
on a un projet de formation dans lequel on vise de procurer ces biodiesels quand il sera produit pour tous les besoins de formation des autorités publiques du transport de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, j'y crois qu'on va arriver à ces points. Et je m'arrête ici pour aujourd'hui. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il y a des questions sur certains projets, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Merci, Madame Alexandra, pour votre réaction. Et donc, nous allons passer donc à la deuxième réaction, comme prévu, deuxième réaction de 5 minutes de Monsieur Ernst Esper du secteur riz. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Ernest Sippel et je travaille pour Africa Rice, ici en Côte d'Ivoire. Africa Rice, c'est un centre de recherche pour le riz. Africa Rice a 28 États membres de l'Afrique qui sont dans la production risicole. Les recherches d'Africa Rice sont dans plusieurs niveaux. On fait les recherches sur les bonnes pratiques agricoles, on fait la recherche sur les variétés, sur la création des variétés, on fait recherche sur la mécanisation des solutions récoltes et puis post-récolte. Et aussi, Africa Rice est reconnu pour avoir la plus grande banque de gènes pour le riz en Afrique. Donc, nous sommes un centre où il y a des innovations et maintenant, je vois une grande possibilité à collaborer ensemble avec le projet pour qu'on peut assurer que les solutions arrivent aussi chez les paysans. Donc, les solutions que Africa Rice développe sont surtout des solutions pour les petits agriculteurs. Nous, on fait des recherches sur l'autosuffisance et on a un grand point qui est très important, c'est l'adaptation au changement climatique au niveau des plantes, des plantes de riz qui sont plus adaptées au changement, aux grues, aux sécheresses et autres problèmes. Et aussi, on fait des recherches sur les activités même, comment est-ce qu'on peut diminuer les effets climatiques. Maintenant, je vais vous donner l'exemple qu'on voit ici. Africa Rice a développé un gasificateur, on le voit à gauche. C'est là-dedans où on gasifie les balles de riz. Donc, c'est quelque chose assez intéressant. On prend les déchets et au lieu de les brûler au bord des champs ou bien à côté des moulins, on utilise les balles de riz comme source d'énergie. Et avec ça, on peut faire le riz étouffé. À droite, on voit maintenant comme il y a une casserole qui est assise là-dessus. Ça, c'est une véritable innovation d'Africa Rice. On voit aussi cette technologie n'est sûrement pas quelque chose pour chaque pays. Il faut avoir déjà un marché pour le riz étouffé et ça, nous avons réellement trouvé au Nigeria et probablement dans le projet ici, on va collaborer pour mieux intégrer cette solution dans le marché au Nigeria. Prochaine image, s'il vous plaît. Voilà, ici, on voit l'intérieur des casseroles. Comme est-ce que ça, c'est comme le riz est versé là-dedans. À gauche, on voit aussi, c'est un coopératif qui travaille avec cette technologie. Prochaine image. Pour nous, c'est important que les solutions sont possibles pour les agriculteurs en pleine brousse pour améliorer leur vie,
pour stabiliser leur base économique dans le moment des changements du climat. Donc, c'est réellement un travail important ce que ce projet est en train de réaliser. Pour moi, comme Alessandra Fitla a déjà mentionné, je le trouve super important qu'on trouve des innovations, surtout si on parle des déchets. Si on parle des choses que les gens jettent aujourd'hui et si on peut les valoriser, si on utilise ça pour économiser l'eau et pour produire l'énergie et peut-être même des nutriments, là, on est sur la bonne piste. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des solutions gagnant-gagnant. Et là, ça va sûrement s'intégrer facilement dans le chaîne de valeur. Donc, ici, tout ça est encore un point plus pour le climat, pour produire moins de CO2. Là, c'est vraiment bon. Donc, merci beaucoup à nos partenaires des projets et au revoir des Africa Rice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. End, pour cette très belle réaction. Et donc, à la suite des différentes réactions, nous allons passer à la phase interactive. Donc, nous avons environ 10 minutes pour répondre à vos différentes questions dans le chat. Donc, on va laisser cette charge-là aux membres de l'équipe pour les différentes réponses à vos questions. Merci. Ok, merci beaucoup, Zié. Ouais, moi, je vais répondre à la première question qui était comment vous travaillez, type de collaboration avec des projets similaires existants déjà sur le terrain. Il y en a qui sont financés aussi par les mêmes bailleurs. Oui. Donc, ici, en Côte d'Ivoire, oui, et dans toute la région, nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres collaborateurs, comme avec la GIZ. Donc, nous avons ici sur place, avec la GIZ, des réunions régulières pour collaborer avec des autres projets GIZ. Donc, c'est tout bien discuté avec les autres projets pour avoir des bons résultats. Et après, si on travaille dans notre pays, on collabore aussi avec des autres projets GIZ, aussi comme avec les autres bailleurs comme USAID, SIDA. Donc, on est toujours en échange avec les autres bailleurs pour savoir quels projets ils ont dans les différents pays et pour aussi pour trouver des bons projets ensemble. Donc, et en plus, on collabore aussi avec les autorités locales si on travaille dans le pays. Ouais. J'espère que cela répond à votre question. Bonjour à tous. Je vais poser... Je vais répondre à la question d'un participant qui demandait si les technologies de cuisson sont prises en compte. Bon, de façon générale, je peux dire non, mais de façon plus spécifique, par exemple, si on a une entreprise ou une association de femmes, par exemple, qui utilise des technologies pour pouvoir des cuissons pour la production des aliments. Voilà, si cela est utilisé en entreprise, en société coopérative, il n'y a pas de souci, mais pas les technologies qui sont utilisées individuellement dans les ménages. Merci. Maintenant, il y a une question d'un participant qui parlait de... Elle a une ferme d'élevage de porc. Elle demandait comment est-ce que elle pourrait soit collaborer avec le projet.
Bon, il faut dire que tout va dépendre. Si vous êtes une entreprise, une PME qui peut-être développe une solution de biogaz, tout va dépendre de votre offre. Donc, si dans le lancement du concours, vous proposez, c'est-à-dire une offre qui rentre dans les principes du projet, et là, on penserait que vous serez peut-être un candidat potentiel pour l'appel. Voilà. Donc, c'est la réponse que je pourrais apporter à votre réponse, à votre question. Merci. Oui, donc je vais aussi élaborer un peu plus sur la possibilité mentionnée par Monsieur Luca Ferrini sur la possibilité de faire des contrats de partenariat public-privé avec notre projet. Donc là, à partir des appels à innovation, il y a la possibilité de proposer des projets à We4Food, à PEPA, pour recevoir un financement de 50% des projets, des coûts entiers pour un projet. Donc là, il y a la possibilité de recevoir aussi de l'assistance technique, l'assistance financière. Ça toujours dépend des besoins de l'entreprise. Donc, ça, c'est aussi une option que nous avons. Pour cela, vous pouvez nous écrire une proposition de projet et après, on peut entrer dans des discussions. Je voulais aussi répondre à la question qui a été posée concernant la distribution des 65 millions de dollars. La question était si ce budget est réparti par pays. Donc, en effet, il n'y a pas un budget fixe pour chaque pays, mais cela dépend des applications que nous recevons. Donc, c'est ouvert, cet appel à innovation est ouvert à tous les pays et on va choisir les meilleurs innovateurs. Il n'y a pas un budget fixe pour chaque pays. Donc, cela dépend toujours des idées qui sont postulées dans le cadre de cet appel. OK. Merci, Anna. Tout rapidement, je vous l'ai dit, la question, selon les 65 millions de dollars sont répartis par pays, non, ce n'est pas réparti par pays. Maintenant, pour la question qui demandait si le concours, c'est uniquement les innovations techniques déjà opérationnelles, oui. C'est-à-dire, nous, c'est les innovations qui sont déjà mises en œuvre, c'est-à-dire qui ont déjà prouvé des résultats sur le terrain qui nécessiteraient un appui de la part du projet et non les innovations qui sont en stade primaire, qui n'ont pas vraiment donné de résultats concrets dès le départ. Donc, pour me résumer, c'est les innovations déjà mises en œuvre sur le terrain qui ont des résultats, voilà, qu'on pourra appuyer dans le cadre de ce projet. Merci. Merci beaucoup à l'équipe pour ces différents éclaircissements. Nous espérons qu'on a pu au moins répondre au maximum de vos préoccupations. Nous passons donc maintenant à la troisième partie de notre programme, à savoir excusez-moi, on va encore revenir à une question directe qui a été posée à Madame Alexandra. Donc, à savoir, pour le développement du biodiesel, comment pensez-vous prendre en compte le fait que certaines de ces cultures peuvent prendre la place de nos cultures substantielles dans la population? Donc, je crois qu'on va laisser la parole à Madame Alexandra pour une réponse directe. Merci. Oui, merci. Merci pour cette question. Elle est très pertinente, évidemment.
Je pars sous la réserve des partenaires principaux de ces projets biodiesel. Comme GIZ, actuellement, on est impliqué indirectement à travers notre projet de formation. Mais il y a aussi un des partenaires techniques qui s'appelle Lono. Il devrait être même dans ces appels actuellement, donc on peut aussi faire la mise en relation. Mais en bref, toute l'idée de ces projets biodiesel, c'est que c'est une production qui est vraiment sur la base des sous-produits agricoles. Donc dans ces cas, c'est la graine d'EVA qui est un sous-produit qu'actuellement on a production de caoutchouc qui n'est pas valorisé. Et il y a une deuxième piste qui est regardée par ces partenaires des projets, et ça, c'est la production de biométhane sur la base des déchets agricoles aussi. Donc, je crois que c'est un mélange des déchets des bananes et de la fiente et des capos de cacao aussi. Mais juste pour dire qu'eux, ils veulent vraiment travailler qu'avec des déchets. Et par exemple, les graines d'EVA, les productions qu'ils ont fait, les prévisions qu'ils ont fait, estiment que avec une unité pilote, ça pourrait produire suffisamment pour faire marcher, disons-nous, 6 bus à Abidjan pour un an. Et le potentiel juste sur la base des graines d'EVA, ça serait quand même 60 millions de litres par an, un jour, s'il y aura à peu près 10 usines. Donc, mais juste pour dire que la matière première, elle est là au niveau déchets agricoles. Mais pour plus des infos, je ferai avec plaisir les liens à Scania ou à Suède, à la coopération suédoise ou à l'ONO, les partenaires techniques, pour des questions plus spécifiques. Merci beaucoup. Merci Madame Alexandra. Nous espérons que le participant a pu trouver la réponse assez suffisante. Donc, comme je disais un peu plus tôt, nous sommes donc à la troisième partie de notre programme, à savoir comment produire plus d'aliments avec moins d'eau et d'énergie. Donc, on aura ici une présentation de 10 minutes de Madame Nadia Mbra. Et nous voulons encore préciser que le chat reste ouvert. Donc, pendant sa présentation, vous pouvez toujours continuer à poser vos questions. Merci. Merci beaucoup Zié. J'espère que vous m'entendez. Oui. Okay, merci beaucoup. Comme dit, voilà, je m'appelle Nadia Mrabit. Désolée, le nom de famille est un peu compliqué. Donc Zié l'a bien écorché, mais c'est pas grave. Du coup, je suis en fait consultante. J'étais consultante, sur ce projet en amont. C'est-à-dire pour réaliser en fait une étude de l'existant, des innovations ou des solutions vertes innovantes dans le nexus alimentation, énergie et eau, au Sénégal en particulier, et j'ai été impliquée aussi sur la partie Afrique de l'Ouest au sens large du terme. Donc, avant de rentrer justement dans des exemples d'innovation qui sont disponibles sur le marché en Afrique de l'Ouest, j'ai fait un peu mon exercice, on va dire, d'écolière, en retour il y a 30 ans ou 20 ans, de comprendre en fait qu'est-ce qu'on entend par innovation. En fait, innovation vient du latin innovare, donc pour dire en fait que c'est de rendre nouveau, de renouveler, de refaire, de restaurer, transformer ou changer quelque chose dans un domaine particulier. Et ça se distingue vraiment de tout ce qui est invention et découverte parce qu'il y a une dimension vraiment opérationnelle et vraiment de mise en œuvre concrète et pratique. Voilà. Donc, le but ici, c'est vraiment de fournir en fait à un utilisateur donc des solutions et des services qui soient nouveaux ou en tout cas améliorés. Donc, prochain slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, là, c'est plus vraiment, je me suis concentrée juste pour vous donner après 2 exemples particuliers qui font vraiment sur l'un des 3 domaines que le projet We4Food, enfin PEPA, sur lequel le projet va se concentrer, qui est vraiment sur ce nexus des 3 dimensions, c'est-à-dire l'alimentation, l'énergie et l'eau. Et donc, 2 solutions particulières qui sont les fermes intégrées et le recyclage de l'eau. Donc, premier exemple en termes de ferme intégrée. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, c'est par rapport en fait à une ferme pédagogique qui a été développée en l'occurrence au Sénégal, mais qui est également présente dans d'autres pays de la sous-région et qui
qui a été en fait, comment dire, on va dire, répliqué et adapté, on va dire, aux sauces locales à partir d'un centre assez connu dans la sous-région qui est basé au Bénin, mais qui se développe dans d'autres pays, qui s'appelle donc le centre Songhai. Et donc là, c'est un exemple d'une ferme intégrée au Sénégal, dans la région de Thiès, qui est vraiment le berceau, enfin un des berceaux agricoles du Sénégal, où nous avons pu, comme vous voyez sur les photos faites sur le terrain, donc aussi bien d'irrigation sobre, donc un type d'irrigation qui est vraiment accessible à tous, avec des bouteilles d'eau, par exemple, d'1,5 litre et même de 10 litres pour pouvoir avoir accès à l'eau, mais aussi de l'irrigation via pompage solaire, comme Luca a pu présenter tout à l'heure comme exemple, ou de l'engrais organique, comme Alessandra et Ernest ont pu montrer également tout à l'heure, à partir de déchets agricoles, aussi bien de l'élevage que aussi des cultures et spéculations. Aussi de favoriser l'agroécologie, donc vraiment une agriculture raisonnée, avec moins de chimiques et des bonnes pratiques, de l'élevage et de l'aviculture. Sachant que cette ferme-là propose aussi vraiment du conseil et soutient aussi tout ce qui est agripreneuriat, donc l'entrepreneuriat pour les agriculteurs ou dans l'agriculture, et de faire en sorte que l'agriculture soit plus sexy, on va dire, également pour les jeunes d'aujourd'hui. Et ensuite, donc, ils développent aussi tout ce qui est transformation de ces produits. Ils offrent également de la formation et très prochainement, ils mettront en place, pour faciliter cette formation, un écolodge sur ce terrain où il y a la ferme actuellement, mais aussi pour des touristes et visiteurs qui veulent comprendre un peu mieux comment fonctionne une ferme intégrée, et également de l'aquaponie. Voilà pour des exemples d'innovation un peu innovantes. Prochaine page, s'il vous plaît. Prochain slide, oui, merci beaucoup. En termes de recyclage d'eau usée, donc là, c'est plus un partenaire qui est, tout à l'heure, l'exemple que je vous ai montré avec cette ferme, c'est un partenaire du secteur privé. Et là, c'est en fait un acteur du secteur public, mais qui a aussi une dimension, on va dire, un peu PPP. Je vais m'expliquer pourquoi. En fait, c'est une station d'épuration en banlieue de Dakar, donc de la capitale du Sénégal, où en fait donc ça combine aussi bien, en plus de l'épuration des eaux usées, du traitement des eaux usées, de permettre de produire de l'électricité grâce à des biodigesteurs, donc du biogaz à plus grande échelle que ce que présentaient tout à l'heure mes collègues, et vraiment de pouvoir avoir aussi comme coproduit de l'engrais organique, parce que grâce au biogaz, vous avez accès à de l'engrais organique qui est vraiment très riche en nutriments pour le sol et pour les plantes. Mais aussi, ce qui est très intéressant aussi dans cet aspect-là, c'est l'aspect eau, en plus de l'aspect énergie et l'aspect agricole, puisqu'en fait, ils produisent à travers l'eau traitée et l'eau publique, de l'eau dite clarifiée pour permettre d'irriguer, en combinaison avec les engrais organiques qu'ils ont créés, plus de 280 parcelles en banlieue dakaroise. C'est-à-dire, ça permet en fait à ces populations en zone périurbaine de pouvoir après produire leur propre alimentation et même vendre le surplus sur des marchés. Voilà, dernier point, dernier slide, s'il vous plaît. Donc là, c'est juste, si vous voulez, quelques leviers qui peuvent être mis en place, et qui ont été trouvés en fait sur les différents pays dans lesquels on a pu faire cette étude, donc le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire et puis après un peu voisin à l'Afrique de l'Ouest, donc le Cameroun. Donc ce qui a été retenu pour vraiment créer ces conditions propices pour mettre à l'échelle ces innovations, comme les deux innovations que je viens de vous présenter, sont notamment en matière politique, bien entendu, et de bien comprendre ce à quoi on peut bénéficier en tant qu'acteur du secteur privé, mais aussi du secteur public, pour faciliter, en fait, inciter ces solutions vertes du Nexus. Aussi des autres outils comme des crédits d'impôt et autres mécanismes financiers adaptés et novateurs. Ensuite, de sensibiliser aussi tous les acteurs qui sont dans les institutions financières au sens large du terme, y compris de la microfinance, parce que souvent il y a un décalage, comme vous le savez. Ensuite, on a également de promouvoir davantage le lien entre recherche
et secteur privé. Donc là, on parle vraiment de découverte et d'invention qui doit passer à la commercialisation et l'adaptation au jour le jour, au quotidien, dans la commercialisation. Et aussi, par exemple, de renforcer les activités de formation sur le Nexus et de soutenir des pratiques, des bonnes pratiques, notamment autour de tout ce qui est pratiques climato-intelligentes, donc une agriculture qui soit vraiment justement pour produire plus avec moins d'eau et moins d'énergie. Voilà, pour ma part, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ania, pour votre présentation. Et donc, nous allons suivre assez rapidement avec une présentation de Monsieur Ciré Diallo, expert du Centre régional pour l'énergie. Donc, une présentation de 5 minutes. Merci. Bonjour tout le monde. J'espère qu'on m'entend. Oui, on vous entend, Monsieur Ciré. Ok, merci bien et puis content de vous retrouver tous. Moi, c'est Ciré Abdoul Diallo. Je travaille au Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, qui est le premier centre du genre qui a été mis en place pour pouvoir lever toutes les barrières qui entravent la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Nous sommes vraiment heureux de voir la mise en place de ce projet régional qui est en étroite ligne avec la perspective de la région de la CEDEAO, c'est-à-dire comment faire pour utiliser le potentiel énergétique de la région pour le bien-être des populations. C'est essentiellement pour nous le but de ce projet et nous sommes heureux de collaborer avec la GIZ et les autres partenaires qui sont dans ce projet. Pour nous, il est essentiel en tant que centre régional avec un mandat de 15 chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, de travailler quant à la mise en relation des différentes politiques régionales qui sont notamment tout ce qui est politique agricole, politique énergétique et aussi politique de promotion de l'eau, qui sont en général, qui travaillent de manière isolée en ce moment. Donc, pour une réussite du projet, nous envisageons d'accompagner la GIZ à faire en sorte que nous puissions asseoir un environnement propice à la promotion et à la mise en relation de tout ce qui est politique et cadre réglementaire entre les trois secteurs, eau, énergie et alimentation, qui travaillent maintenant de manière séparée. Un ingénieur agronome n'est pas toujours le mieux outillé pour tout ce qui est pompage solaire ou bien mise en place de chaînes froides. La même chose est vraie pour un ingénieur électromécanicien. Il n'est pas le mieux outillé pour travailler sur l'agriculture. Mais nous avons, pour accompagner tout ce qui est politique et cadre réglementaire, il faut aussi innover dans tout ce qui est renforcement des capacités. Et ça concerne tous les acteurs. Donc, au niveau du centre, nous avons commencé un programme de renforcement des capacités des entrepreneurs du domaine des énergies renouvelables depuis 2015, en travaillant avec les centres de recherche comme DSIE, l'Université Cheikh Anta Diop, l'Université Kwame Nkrumah. Donc, nous avons déjà une base assez solide et je pense que doter le marché d'un cadre politique et réglementaire, cela va
avec la mise en place aussi d'un secteur qui est assez outillé, qui est assez transparent, qui est assez innovant et qui crée un cadre où tous les acteurs peuvent avancer, c'est-à-dire les équipements respectent les normes qui vont être mises en place, parce que il ne s'agit pas de faciliter l'accès à des technologies pour l'eau et l'alimentation, mais il faut que ces technologies soient appropriées, que ces technologies répondent à des normes, parce que c'est cela qui va aider le marché à prendre après. Quand le consommateur n'a pas confiance à la technologie, cela pose un réel problème. Donc, notre collaboration, je parle au nom du directeur exécutif du centre, notre collaboration reste entière. Nous aimerions appuyer le projet à créer un environnement propice pour le développement de ce nexus eau, énergie, alimentation. Nous aimerions faciliter la mise en relation de la recherche et du secteur privé, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui se font dans nos universités agricoles, mais qui n'arrivent jamais au marché. Donc ça, c'est un défi que nous voulons lever dans le cadre de ce projet, et aussi essayer de faire en sorte que nous puissions aller de projets de démonstration à mise à échelle d'innovation. L'usage institutionnel des technologies de cuisson reste un réel problème dans les chaînes de valeur agricole, surtout quand il s'agit de transformation de manioc, de beurre de karité, etc. Donc, je vais m'arrêter là, sachant que nous aurons d'amples opportunités pour échanger, et je renouvelle la collaboration sans faille de ECRE pour la réussite de ce projet. Merci. Merci beaucoup, M. Siré, pour votre réaction. Et donc, nous avons maintenant une série de réponses aux différentes questions du chat. Donc, l'équipe va se charger donc de donner les réponses à vos différentes questions. Madame Anna, pour commencer. Merci. Ok, merci beaucoup, Zié. Oui, donc je vais répondre à quelques questions qui ont été publiées dans le chat. Bon, la première, quelles sont les différentes étapes après la soumission des candidatures? Donc, il y a des différentes rondes de l'application. Donc, une première ronde, c'est avec une application plus ou moins courte de quelques pages, selon les critères qui seront publiés quand l'appel à l'innovation est publié début de l'année prochaine. Donc, on va évaluer ces applications. Et après, pour les candidats qui seront sélectionnés, il y aura une deuxième ronde avec des applications plus détaillées. Après, on va finalement sélectionner les candidats qui vont recevoir un appui financier et technique. Donc ça pour la première question. Après, il y a une question, est-ce qu'il y a un montant maximum pour les innovations? Donc, cela dépend toujours des besoins des entreprises qui vont postuler pour l'appel. Pour vous donner une orientation, on peut dire entre 50 000 et 150 000 euros plus ou moins. Donc, le maximum serait plus ou moins 100 millions francs CFA. Mais, comme j'ai dit, cela dépend des besoins des entreprises, cela dépend de la proposition aussi que vous allez postuler dans l'appel à innovation. Après, il y avait encore une question. Vous avez un formulaire que nous devons utiliser pour vous proposer nos projets. Donc,
projet, ça peut référer aux appels d'innovation ou bien aussi aux projets pilotes ou projets partenariat public-privé. Donc, pour les appels d'innovation, on va publier début de l'année prochaine un catalogue des critères sur la plateforme de la GIZ que vous trouvez en ligne et vous pouvez postuler sur ces différents critères. Pour les projets individuels, donc les projets pilotes ou bien les partenariats publics-privés, là, vous êtes complètement libre. Donc, nous avons besoin de vous, d'une proposition de projet qui nous donne une orientation concernant l'impact planifié de projet, concernant les activités planifiées, le budget, et parce qu'il s'agit dans un partenariat public-privé d'un financement de 50-50%, c'est aussi intéressant pour nous de voir comment vous planifiez de partager les coûts. Donc, quels sont les coûts que l'entreprise va adapter et quels sont les coûts que la GIZ est prévue de financer. Donc, mais il n'y a pas un modèle, un document modèle qu'on peut vous envoyer. Donc là, vous êtes libre, vous pouvez écrire une proposition et nous envoyer les idées. Ouais. Je passe à Michel pour les questions suivantes. Merci, Anna. Une question qui demandait la durée de l'initiative. Bon, il faut dire que c'est de janvier 2020 à juillet 2023 que prend fin cette initiative internationale. Maintenant, une question sur la précision des projets pilotes que souhaiterait appuyer le projet. Il faut dire que, comme M. Lucas l'a dit dans son intervention, tout projet qui nécessiterait un appui du programme We4Food, c'est un projet qui a un lien avec l'alimentation, mais qui met le focus soit sur l'eau ou sur l'énergie, ou l'eau, l'énergie et l'alimentation. Donc, c'est ce type de projet qui nécessiterait un appui de la part du programme We4Food. Maintenant, il faut dire que dans ces projets-là, il faut que ces projets-là intègrent, mettent l'accent sur les formations dans le but de pérenniser l'action qui sera faite après la fin du programme We4Food. Les candidatures de projets sont selon un canevas spécifique ou freelance. C'est une question qui est posée par M. David Hachi. Il faut dire que Mme Anna a essayé de répondre à cette question, mais il faut aussi également dire que avant le lancement même du début 2021 du concours, sera mis en ligne les différents critères, voilà, pour pouvoir participer à cet appel-là. Donc, je pense que ces critères-là vont vous aider à pouvoir mieux rédiger votre offre que vous souhaiterez soumissionner. Voilà. Donc, voici un peu ces questions, voilà, que j'ai répertoriées. Voilà, voilà. Donc, merci Zier. Je vous passe la parole. Merci beaucoup à l'équipe, Mme Anna et M. Dubé pour vos différentes réponses. Donc, nous avons ensuite une question directe à Mme Nadia. Et donc, un participant demande comment le recyclage des eaux usées, donc il suppose que les industries dont les rejets polluants sont connectés sur les stations de traitement sont au Sénégal. Donc, c'est vraiment un peu la question qui a été posée. Donc, Mme Anna, pour peut-être une tentative de réponse. Merci. Oui, merci beaucoup Caroline pour cette question. Oui, en effet, c'est pas par rapport aux industries, ce sont des eaux usées vraiment des ménages exclusivement qui rentrent en fait dans cette station d'épuration en banlieue dakaroise. Et donc, il n'y a pas ces rejets, il n'y a pas d'industrie dont les rejets sont polluants en l'occurrence. C'est voilà, heureusement ou malheureusement. Voilà. Merci. Merci, Mme Nadia, pour votre réponse. Donc, je crois que M. Siré, si possible, va faire un additif à ces différentes réactions. Merci, M. Siré.
Oui, bon, merci Zié. En fait, moi je pense que il doit y avoir beaucoup d'entrepreneurs avec lesquels on a eu à travailler dans le cadre des activités d'ECRE, et je comprends un peu certaines des questions. Je pense que c'était une très bonne idée d'avoir ce webinaire de lancement, et beaucoup de choses seront clarifiées au fil du temps. J'aimerais qu'ils sachent que ECRE est en collaboration directe avec le PEPA, et beaucoup de choses sont en train d'être discutées qui nous permettront de pouvoir mieux prendre en compte les besoins du secteur, les besoins de la région. Et on veut aussi, c'est l'idée qui a été discutée depuis le début de la collaboration avec le PEPA, c'est de pouvoir s'appuyer déjà sur l'existant, ce que ECRE a eu à faire, de pouvoir regarder les activités qui sont déjà en cours et qui peuvent faire bénéficier au programme PEPA d'aller vite et d'aller bien. L'utilisation du biocarburant, je veux aussi ajouter que nous avons eu à élaborer une politique régionale de bioénergie. Donc, je vais partager cette politique avec le programme PEPA qui donne un peu le cadrage de l'utilisation des différentes sources d'aliments comme bioénergie pour éviter un peu cette concurrence alimentation et besoin en carburant. En plus de cela, nous avons une politique régionale du genre par rapport à tout ce qui est intégration du genre dans le secteur et dans les projets énergétiques, et qui pourra aussi être une bonne base sur laquelle on peut travailler. C'est essentiellement cela. Et puis, je reviens sur l'existence de l'Alliance ouest-africaine pour la cuisson propre, qui a son secrétariat à ECRE, qui a fait beaucoup de travaux dans tout ce qui est vulgarisation des technologies institutionnelles pour la transformation des produits agricoles. Donc, il y a une bonne base qui est là, et je veux que les participants et participantes soient à l'aise, qu'ils sachent que PEPA et ECRE ont l'intention de bien collaborer pour pouvoir faire de ce programme un réel succès dans la région. Merci, M. Zié. Merci, M. Siré, pour ces différents éclaircissements. Donc, maintenant, nous allons donc passer la parole à M. Lucas. Ok. Toutes mes excuses. On a encore une autre question pour M. Siré. Donc, je voulais lire la question. Donc, le participant voulait savoir si on peut avoir la politique énergétique de la CEDEAO pour voir si nos innovations sont en arrimage avec la politique de la CEDEAO. Donc, une question directe pour M. Siré. Merci. Oui, ça, ce n'est pas un problème. En général, les politiques sont toutes postées sur le site de ECRE, mais en même temps, nous allons trouver le moyen parce qu'il est question d'organiser des webinaires communs avec le PEPA dans le cadre du renforcement des capacités. On aura l'occasion d'utiliser ces politiques comme sujet de webinaire dans un futur prochain. Mais aussi, si la personne est dans notre base de données, on pourra partager la politique. Mais c'est de l'information publique, ça doit être sur notre site, à ecre.org.
Merci, M. Siré. Donc, j'espère que le participant, monsieur, vous avez pu avoir la réponse à votre préoccupation. Donc, finalement, on laisse la parole à M. Lucas pour clore cette cérémonie de lancement. Merci. Merci. C'est avec grand bonheur que j'ai suivi les travaux et j'ai interagi avec vous. Et vraiment, en 2020, d'organiser une séance à travers l'Afrique de l'Ouest avec les conditions sanitaires et les conditions de connexion à Internet. On considère déjà vraiment que votre contribution nous a atteints et on a bien pris note des différentes propositions, des différents projets, des secteurs que vous retenez importants. Et on a vraiment hâte maintenant d'avoir vos propositions de projets à travers les différents canaux de communication. Donc, next slide. Ici, vous voyez comment nous contacter. Bien sûr, d'abord, il y a le site web. Là, en dessus du grand mot merci, vous voyez WE4F, weforfood.org. Là-bas, vous trouvez très régulièrement des nouvelles sur les activités lancées, les activités entamées dans différents pays. Cela va nous permettre aussi de coordonner avec tous les acteurs qui souhaitent ajouter leurs interventions ou leur financement ou leurs inputs techniques. Pour nous contacter, vous pouvez utiliser l'adresse mail juste à côté du site web. Donc, encore une fois, we4f@giz.de et vous êtes priés de nous suivre sur Twitter et aussi sur la page web, vous pouvez vous abonner à la newsletter qui vous sera envoyée régulièrement et là aussi vous serez informé par rapport au concours d'innovation ou toute autre activité qui pourra vous concerner. Si vous êtes à Abidjan, vous avez aussi une adresse physique, mais bien sûr, même si vous nous contactez par mail, on sera en échange où que vous soyez. Avec l'objectif, permettez-moi de le répéter, de collaborer ensemble pour plus de production alimentaire avec moins de ressources naturelles. En temps d'augmentation de population et de changement climatique, les activités et les initiatives comme la nôtre viennent vraiment mettre ensemble la productivité et la durabilité. Et on espère vraiment vivement pouvoir vous rencontrer au milieu dans le cadre de nos activités. Merci bien, bonne journée et au plaisir de garder le contact. Au revoir.